Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, comme d'habitude, une petite analyse du dimanche soir qui kill à la fraîche, tranquille. Alors, donc du coup, on passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et éventuellement mettre un like, un commentaire d'encouragement si jamais le contenu vous plaît. On est là sur le Bitcoin, on est en 6 heures, vous voyez qu'on est toujours dans ce bear flag, lui-même inclus plus ou moins dans un très grand bull flag, mais qui pour le moment continue de nous emmener en bas. On est plutôt vraiment sur quasi un canal descendant. On a ici, vous le voyez, une target de 16,8 pour cet éventuel bear flag. Alors, en général, on donne raison à la plus grosse des figures, mais quand elle a cassé, hein, donc du coup, pour le moment, vous voyez qu'elle n'a pas cassé. On a une touche ici, une deuxième, une troisième sur ce bull flag, et pour le moment, aucune des deux n'a cassé, en fait, donc on est un petit peu à la croisée des chemins, là, et je pense que cette semaine, avec le CPI, on aura plus ou moins la réponse. Si on regarde le momentum en 6 heures, et ben globalement, il n'est pas trop mauvais, avec ce point d'achat ici confirmé, vous le voyez sur le Cypher, donc vous allez me dire, oui, mais ça baisse, oui, mais le momentum est bon, c'est pas du tout un problème. Un stochastique qui se retourne, un mouvement de vente qui semble pâlir, donc se retourner un petit peu vers le haut. Et personnellement, je vois également... Est-ce qu'on la voit ici? Ouais, on la voit un petit peu en 6 heures. Ouais, c'est pas flagrant, mais voilà. Une petite dive haussière qui se situerait comme suit. C'est-à-dire ici, j'ai un RSI qui descend et un prix qui monte. Donc c'est une dive haussière cachée. Dive haussière, on les regarde sous le prix et sous le RSI. Ne faites pas l'erreur de faire l'inverse, c'est-à-dire dessus-dessous, ça ne fonctionne pas. Et les dives baissières, on les regarde dans l'autre sens, c'est-à-dire au-dessus du prix et au-dessus du RSI. D'accord ? On continue là-dessus. On va faire une analyse rapide du momentum en daily et pour le coup, il n'est pas très bon. Vous le voyez, ce mouvement d'achat qui pâlit, qui perd de sa force, pardon. Ici, on a un point de vente confirmé sur Cypher hier, une VWAP qui semble essayer de calmer un petit peu le jeu là, mais qui se rapproche pas forcément du zéro, et en l'occurrence un stochastique qui n'est pas du tout en train de se retourner. Le stochastique étant un RSI qui réagit plus vite que le RSI normal. On avait néanmoins cette dive haussière en daily sur le momentum, là ici, bon elle est en train de jouer, hein, vous voyez qu'on a monté depuis, mais c'est pas ouf au niveau du daily. Au niveau du weekly, en revanche, si jamais on clôture ce soir à 2h du matin dans ces prix-là et qu'on n'a pas fortement chuté avant, on va allumer une pastille d'achat sur le market Cypher. Vous voyez que la VWAP se reprend. En daily, globalement, on a joué avec les 20 400 cette semaine et ensuite on a recorrigé, mais ça continue quand même à donner du momentum haussier et vous voyez qu'on prend du momentum, c'est-à-dire que cette semaine, on n'a pas de pâlissement notable du momentum. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, est-ce qu'on a de la div ou pas? Ouais, alors elle est vraiment minime, mais vraiment minime. Par contre, une div haussière, enfin une div baissière, pardon, weekly, c'est suffisamment important pour le montrer. C'est-à-dire que ici, j'ai un prix qui baisse et j'ai, semblerait-il, un RSI qui monte. On va le vérifier ensemble un petit peu dans le détail. Alors non, il est très légèrement baissier, excusez-moi. Illusion d'optique, donc pas de div baissière en weekly sur le RSI. Voilà pour le momentum. On va désormais jeter un œil rapide à Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu la même histoire. Gros bull flag, petit bear flag. On est plutôt d'ailleurs même en 4 heures ou en 1 heure même, on va le regarder. Dans un biseau sur Ether. Alors là, je ne vous l'ai pas noté, mais si je vous le note... Si je vous le note, ça va vous donner déjà ce petit biseau là, vous le voyez ici en très courte time frame, et puis accumulation de bear flags successifs également. Et là, bon, pour le moment, non, c'est pas un bear flag pour moi. Là, on est plutôt peut-être sur une épaule tête-épaule. Attention à ne pas perdre éventuellement cette ligne là. Et vous voyez qu'on l'a même perdu. Alors, une épaule tête-épaule, on s'attendrait à ce que les épaules soient relativement quand même, et on veut vraiment un triple sommet hein, ici, sur une épaule tête-épaule, et c'est un peu moins le cas, là, vous voyez que celle-là est un peu haute, et celle-là est un petit peu basse, mais néanmoins, on a perdu ça, donc peut-être, que si on allait à la ligne de coup, puisque celle-ci est bien plate,
et qu'on avait fait une cassure ici, revenir chercher les 1260 sur Ether n'est pas du tout déconnant. Ensuite, même chose en daily, sauf que Ether allume lui un point de vente. Il l'allume hier d'ailleurs. Bah, c'était la même chose sur BTC, non? Ou j'ai dit, je me rappelle plus. Je sais plus ce que j'ai complètement perdu la mémoire. BTC, là, il a allumé il y a 3 jours et Ether vient juste de l'allumer. Et puis en weekly, par contre, pas d'apparition de points d'achat. Vous le voyez sur Ether, c'est-à-dire que ça va reprendre encore un petit peu du temps pour fermer cette vague. Donc potentiellement ici, et vous le voyez, cette très jolie trend de RSI. Donc on aura un signal fortement haussier quand on va péter cette trend. Pour le coup, en weekly, Ether, on n'a pas de reprise de couleur ici du MACD. Donc le momentum en weekly est beaucoup plus bear sur Ether, enfin est bear sur Ether, alors qu'il est vraiment bull sur Bitcoin. Ici, pareil, sur Ether, ça fait désormais plus que 36 heures. En gros, on avait 36 heures sur Bitcoin, on est plutôt sur quasiment une centaine d'heures, 60-70 heures sur Ethereum avec un momentum à la baisse. Donc, pour le moment, on va dire que les targets, la structure est de notre côté sur Ethereum, vraiment, mais le momentum un peu moins. Donc pour vraiment aller revisiter ici les 2000, il va falloir qu'on voit un vrai changement de momentum sur Ether, et pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Bon, ça peut arriver, ça peut se mettre dans les tuyaux plus rapidement que prévu. Ether a plus de violence en général dans ses mouvements que BTC, bien entendu. Mais en tout cas, ici, à l'instant T, on a une target baissière, vous l'avez vu, de 1260. Sur BTC, on a des targets baissières plus ou moins relativement autour des 1002. Vous allez le voir ici. Pourquoi on a les targets baissières autour des 1002 ? Déjà, on avait, je vais vous en montrer plusieurs, vous allez comprendre assez vite. Ici, on avait ce triangle en horaire. En général, un triangle, on fait une balançoire, c'est-à-dire qu'on prend l'amplitude du triangle qu'on reporte au point de cassure. Ici, il n'a pas cassé du tout. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Autant pour moi, je suis en 12 heures là. Bon, on avait un triangle en 12 heures qui a pété en haut, lui, pour le coup. Donc lui, il aura une target plutôt autour des 21,60. Mais si je vous montre en horaire, on va y arriver. Si je vous montre en horaire, on avait ce triangle-là. Un petit peu de mal ce soir. On avait ce triangle-là, qui pareil, avait une target ici, qu'il n'a pas atteinte autour des 19,2. On avait le double top qui n'a pas atteint sa target également. Comment on fait pour un double top ? On prend le premier top, on va jusqu'à la ligne de coup. Là, je l'ai mal pris, plutôt par ici. Hop. Et on reporte au point de cassure. Ici, donc, qu'est-ce que ça nous dit ? 19,2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a une épaule tête épaule, je crois, qui a pété. Oui, c'est celle-ci. Hop. Et là, pour le coup, à peu près même target. Bon, celle-là a été atteinte pour le coup. Globalement, ici, on est allé au 19,238, c'est ça ? 19,237. 19,237. Donc, on a quand même ici plus ou moins validé les targets. Double top également. Double top, ligne de coup. On est plutôt par ici. On serait légèrement en dessous. 1990. Waouh, c'est quand même possible qu'on ait validé toutes ces figures-là. Excusez-moi, du coup, j'ai un petit peu de retard dans le champ, mais voilà. Ensuite, je vais y arriver, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a cette grosse résistance, vous le voyez ici, oblique, la verte, qui, pour le moment, tient bien ses promesses et garde le prix vers le haut. Et on a cette grosse résistance à 19,5 environ, qui nous repousse depuis tout à l'heure. Donc là, on arrive vers la fin, un moment où il va falloir trouver une solution, donc soit ça pète, soit ça pète, en gros, voilà. On a aussi ce biseau descendant, 1, 2, 3, 4
éventuellement 5 hein, pour le coup. En termes de structure, on s'attendrait à ce qu'il fasse un nouveau plus bas, c'est-à-dire perdre ce niveau des 19,237. Et puis on a également, quand on aura repété ce biseau à la hausse, il aura une target qui sera retour en haut du point le plus haut du biseau, c'est-à-dire les 24. Donc à ce moment-là, on pourrait avoir un mouvement 19,2 puis 20,4. Et là, je parle de très court terme, vous l'aurez compris. Ça voudrait dire perdre momentanément cette trend verte, mais vous voyez que de temps en temps, on fait des mèches en dessous, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette ligne de tendance, là, vous le voyez, qui nous a repoussé pendant un moment, là, on la tape, et puis finalement, on arrive à la passer, et là, on est en train potentiellement de la valider comme un support. Donc, on revalide la verte et la blanche du milieu en même temps. Pourquoi pas? Donc du coup, si on perd pas ce point-là et qu'on pète les 19,5, effectivement, ça va rester haussier, en tout cas au moins jusqu'au 20,4. Personnellement, je dirais bien un mouvement au 21,2, pourquoi pas. Mais pour le moment, on attend de voir s'il faut pas péter d'abord ce plus bas-là. Concrètement, voilà pour moi en termes d'action de prix. J'ai déjà fait 10 minutes là-dessus, donc on va passer assez vite sur les news. Ici, les news, je vous le dis sincèrement, il n'y a rien sur Wall Street Journal. Sur Coindesk, pas grand-chose non plus. Voilà, je crois qu'il y a eu un hack sur Binance, mais on a déjà plus ou moins parlé. Ici, sur Finbold, rien de ouf non plus. Sur The Block... pas vraiment de news majeure. On est dimanche, les copains, donc du coup, ça va pas forcément ici être extrêmement intéressant. Pareil en gros, il n'y a pas de news aujourd'hui, quoi. Voilà. On va juste faire un point sur le calendrier de la semaine. Du coup, dans les news, on va regarder un petit peu ce qui va se passer cette semaine. On a 2 présidents de Fed fédéral qui vont parler. Enfin, on a le vice-président de la Fed et on a le président de la Fed de Chicago. On a ensuite les attentes, les expectations, c'est-à-dire les plans de la Fed sur 5 ans. Bon, alors ça, en général, ça casse pas des briques. Hein. On a surtout les minutes du dernier meeting de la Fed qui vont être publiées à 2h mercredi. Et bien entendu, jeudi, le CPI, c'est-à-dire de combien est l'inflation aux États-Unis sur le mois de septembre. Très important, journée très importante mercredi, qui pourrait littéralement retourner le marché vers le haut, comme l'envoyer plus bas. Pour le moment, le sondage nous dit quoi? Le sondage nous dit... 81% du marché qui pense que Powell, au 2 novembre, va monter ses taux de 0,75%. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 36 millions, c'est-à-dire 3 fois rien, dont la moitié sur Ethereum et la moitié d'Ethereum sur Bitcoin. C'est-à-dire on a 2 fois moins de liquidation sur Bitcoin que sur Ethereum. Donc on continue d'être un petit peu dans cette trend où il y a plus d'open interest sur Ethereum que sur Bitcoin, ce qui est relativement intéressant. Carnet d'ordre, il y a plus ou moins rien à dire, c'est-à-dire depuis cette baisse, on a des ordres qui se sont effectivement faxés ici à la vente et on a toujours ces ordres d'achat plus quelques-uns. On a des ordres d'achat qui se rajoutent, qui ont tendance à se rajouter ici quand on se rapproche du prix. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose à dire ici de ce côté-là. En ce qui concerne les niveaux sur Bitcoin, je vous ai déjà fait les niveaux. Et en gros, on a rajouté un petit peu de shorter à prendre, notamment sur ce mouvement-là. Vous voyez, ce funding négatif plus open interest qui monte. Et on a rajouté un niveau de long à prendre ici sur la même chose, open interest qui monte. Et funding qui monte également. Donc 2 niveaux ici, 1307 et 1330. Personnellement, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas nettoyé sur Ether autour des 1400. Donc si jamais on est haussier, c'est 1400, si jamais on est baissier, c'est 1260, c'est toujours pareil que plus ou moins avant-hier. En gros, on s'ennuie un petit peu. On va aller voir, là on était sur Ether, on va voir BTC. On va voir BTC. Donc sur BTC, c'est un petit peu le même délire, sauf qu'on a surtout rajouté du short. On a assez peu rajouté de long. Enfin, on a rajouté un niveau ici au 19,210. Tiens, c'est marrant, ça correspond à peu près au niveau dont je parlais là. On avait un gros niveau à prendre au 19, mais on n'y est pas allé. Donc intéressant aussi. Vous le voyez ici, c'était sur un mouvement assez violent en plus, c'est-à-dire ici... Vous voyez, assez peu d'open interest, là, vous le voyez. Et puis, on monte très vite sur le funding. Donc, ce niveau est conséquent, au 19. Donc, attention à ça. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a à prendre sur Ether? Franchement, il n'y a pas grand-chose avant les 22 quasi. C'est-à-dire que si là, on vient chercher les 19,7, bon, moi, je vois pas mal de figures chartistes qui montent les 21,2. Mais bon, en termes de liquidation, on n'aura pas grand-chose. À l'instant T, vous voyez qu'on est pas mal shorté.
On est pas mal shorté, c'est-à-dire que l'open interest augmente encore une fois très légèrement. Bon, vous voyez, ça nous a rajouté ce niveau-là. Si on regarde la heatmap sur Bitcoin, vous voyez que là, on est sur la heatmap en 12 heures, donc c'est vraiment les positions très fraîches. Et là, on a quelque chose à prendre au 19,7, 19,8 en haut et au 19,2 en bas. Donc ça correspond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Si jamais on regarde la map sur un an, j'aime bien le faire de temps en temps. Donc, je crois que je l'ai fait ce matin. D'ailleurs, ce matin, j'ai posté une analyse assez poussée sur le funding et l'open interest sur un an. En daily, donc du coup allez voir si ça vous intéresse, n'hésitez pas sur le Discord. Et puis en gros ici on a un truc à prendre au 25 si on regarde vraiment, vous voyez qu'on a une boule à prendre également autour des 40 000, 50 000, 50 000 voilà, et on a énormément de choses maintenant qui sont garées, et ça notamment depuis le 26 septembre, depuis mi-septembre le 13, et on en a rajouté beaucoup autour du 26, énormément de monde qui est garé sous les 17,6. Donc, on peut partir avec ces gens-là dans le train, mais ça fait lourd quand même. C'est-à-dire qu'on va monter plus doucement. On va avoir moins de force pour y aller parce que les market makers, ils ont envie d'aller en bas. Pour le moment, ils ont envie de nettoyer ça. Et là, une fois qu'ils auront nettoyé ça, ils auront empoché leur chèque de fin d'année, leur bonus, ils auront de quoi payer la lambeau. Et donc, du coup, ils seront beaucoup plus tranquilles. Donc, là, comprenez bien qu'on est assez proche de cette histoire, 19.2. On a essayé d'y faire des incursions. Pour le moment, ça a bien tenu. C'est-à-dire que on a pour le moment pas ce fameux spring qui nettoie effectivement toutes les liquidités en bas, mais vous comprenez ici qu'on a garé pas mal de monde en position leveragée. Vous voyez qu'on est dans le jaune, donc on est au-dessus des 140 milliards en position leveragée là-dessous. Donc une journée où on irait juste chercher sous les 17,6 et jusqu'au quasiment 16K, nous donnerait effectivement un joli nettoyage du bas sur BTC. Donc n'hésitez pas bien entendu à avoir des ordres dans ces eaux-là si jamais vous voulez rentrer sur ce mouvement-là, sur ce spring potentiellement. Voilà, on a fait le tour, on va aller voir les charts maintenant que je vous ai préparés. La première chart pour moi, c'est une chart de Will Clemente qui est un analyste on-chain, Blockware Solutions. Je vous invite à suivre son channel, hyper intéressant. Et son tweet aussi, il tweet souvent des choses hyper intéressantes. Et en gros, là, il nous dit le nombre de jours passés sous le Realized Price. Qu'est-ce que c'est le Realized Price? C'est tout simplement le coût de revient du Bitcoin. On va dire pour la majorité des gens, on fait une moyenne de tous les Bitcoins acquis dernièrement. Et puis on fait une moyenne comme ça. Et en gros, en ce moment, il est à peu près autour de 22 000 $, un truc comme ça. Et là, vous voyez qu'on passe du temps dessous, 115 jours exactement. Au dernier bear market, on avait passé 134 jours. Au bear market d'avant, on avait passé 310 jours. Et au bear market précédent, 117 jours. Alors là, on est potentiellement à l'aube d'une récession et Bitcoin n'a jamais évolué en récession. Donc il faut faire attention à ces trucs de dire, bah tiens, l'histoire va se répéter, comme au cas dernier, tout simplement, bull market. Mais cependant, on peut faire des conjectures, on peut faire des maths, on a le droit. Et en l'occurrence ici, si on prend vraiment une moyenne sur les différentes années et qu'on l'a fait évoluer, donc une moyenne linéaire. Vous voyez ici les 100 jours, les 310 jours, je me rappelle plus 134 jours, et là actuellement 115, eh bien, vous le voyez, on aurait encore 25 jours à faire sous le Realized Price avant éventuellement de se retourner. Encore une fois, tout ça n'est que des conjectures, on fait une droite avec 4 points, c'est un petit peu compliqué de rentrer là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant de, en tout cas, parler de ce concept de Realized Price et parler du nombre de jours poussés dessous, c'est relativement intéressant. Ici, deuxième charte intéressante que je voulais vous montrer également, c'est tout simplement la volatilité du Dow Jones par rapport au Bitcoin. Et en gros, Bitcoin est moins volatile en ce moment que le Dow Jones. Et le Dow Jones, c'est, on va dire, dans la bourse, qui est un risk-on, c'est le plus risk-off des risk-on, c'est-à-dire que c'est les 30 actions bien industrielles, bien américaines, les 30 plus grosses industries en gros au monde, où vous savez que de toute façon, bah, ça va, c'est un gros rouleau compresseur le truc, donc ça va marcher, ça va fonctionner. Et là, en l'occurrence, c'est rigolo de voir que on est passé sur une volatilité, un indice de volatilité négatif qui est plutôt en faveur du BTC. Ici, nombre de transactions par seconde sur Cardano, depuis le Vacil Hard Fork, on a doublé le nombre de transactions par seconde. Une nouvelle mise à jour qui va intervenir bientôt sur Cardano qui est Hydra. Pour le moment, pas de date, donc on va pas s'enflammer sur ce sujet-là, mais potentiellement c'est ce type de transaction, c'est ce type de mise à jour qui pourrait amener Cardano à autour des 1 million de transactions par seconde. En tout cas, c'est ce qui est promis.
Ensuite, nouvelle chart, vous voyez, ça c'est la chart en gros du S&P 500, donc les 500 plus grosses actions américaines qui comprennent de la tech, qui comprennent des tas de choses, avec des vases communicants, avec bien entendu Dow Jones et Nasdaq. Mais en l'occurrence, vous voyez qu'à chaque hausse des taux, eh ben, on n'a pas toujours une baisse instantanée tout simplement du prix. Ça, c'est les hausses donc, des taux de la Fed. Vous voyez, aux 25 points de base, on avait continué à augmenter. Ensuite, on est redescendu. Ici, on a eu 50 points, donc le marché... Ici, on attendait les 50 points. Ici, on a eu 50 points, donc le marché a descendu d'autant plus. Ici, on a eu un rebond. Je crois qu'en mai, il y avait eu un CPI plus ou moins bon, c'est-à-dire un ralentissement de l'inflation, donc le marché avait pricé ça, et puis finalement on prend ici on avait eu autre chose, je sais plus c'était les minutes ou je me rappelle plus exactement, et en gros on avait pricé les 75 points de base, donc du coup le marché s'était repris, une fois qu'on avait eu nos 75, le marché s'était repris. Ici on avait eu un CPI qui était plutôt bon aussi, mais finalement mi-août on avait quand même augmenté de 75, et finalement je sais plus ce que c'était, mais il y avait eu une sale news ici à ce niveau-là aussi, donc on était sûrement à la mi-août, donc c'était un mauvais CPI, je crois, pour le coup l'inflation repartait, et donc du coup on avait baissé fortement en priceant les 75 effectivement, et puis là on a eu ce CPI là qui était mi-figue mi-raisin en fait, qui était ni bon ni mauvais, et en l'occurrence vous le voyez on a d'abord corrigé, ensuite là on est en train de remonter au prix auquel avait été introduite la dernière baisse de 0,75 points de base. Donc suivez bien le CPI de jeudi. Et puis voilà, ici intéressant aussi, et on va s'attarder un petit peu sur le concept de service de la dette. Qu'est-ce que c'est que le service de la dette? C'est tout simplement les intérêts que vous payez sur votre dette. On arrive bientôt au trillion annuel pour les États-Unis à payer en termes de dette. Et ici, il faut comprendre que la hausse des taux de la Fed ne va pas dans la faveur de diminuer la dette ou quoi que ce soit. Donc vous savez que les Américains ont 30 trillions de dettes, et c'est un des pays les plus endettés au monde, hein, enfin, on va dire... proportionnellement. Et puis, 30 trillions actuellement, 8 trillions qui ont été contractés pendant le Covid, hein, en gros, quand il a fallu relancer l'économie. Et on arrive ici à 716 milliards de dollars à payer tous les ans en intérêts. En quoi ça pénalise la hausse des taux de la Fed, la dette? Tout simplement les nouveaux bons du Trésor, ceux qui sont actuellement contractés. Vous avez des bons du Trésor qui arrivent à maturité, donc vous remboursez le créancier là. Par exemple, ils ont une durée, ils sont de 1 an, 5 ans, que sais-je. Eh bien, vous les remboursez, mais les nouveaux, l'État est obligé de les contracter au taux actuel, qui est effectivement basé sur les taux de la Fed. Donc en l'occurrence, des périodes bien entendu de taux positifs extrêmement forts font que les services de la dette sont de plus en plus forts. Sur la période que vous avez contracté, ça vous oblige à une certaine austérité par rapport à la nouvelle dette qui est contractée, et c'est-à-dire que quand vos bons sont à maturité, alors il faudrait faire une étude là de combien de bons arrivent à maturité en ce moment, etc. sur les États-Unis, et à quel moment on va arriver au trillion, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et puis de parler de ce mécanisme de la dette qui n'est pas soutenable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, augmenter les taux, ça baisse en fait la marge de manœuvre de Powell. À un moment donné, quelqu'un va lui dire, écoute, il va falloir que tu te calmes, parce que nous, on aimerait bien quand même pouvoir dépenser du pognon. Et donc du coup, voilà, il va falloir, même au niveau du gouvernement, je veux dire, quelqu'un va commencer à lui dire, écoute, ça commence à être difficile là de savoir qu'on contracte à des taux aussi importants. Les élections mid-term aux États-Unis qui auront lieu en novembre, et vous comprenez qu'il y a des enjeux ici, et notamment l'enjeu principal, bien entendu, c'est l'inflation, principal sujet d'inquiétude aux États-Unis en ce moment, mais pas que. Il y a bien évidemment tout ce qui est les retraites également, etc. Et pour le moment, c'est dans les sondages les républicains qui sont devant. Je vous rappelle que Biden est démocrate, et donc autant au Sénat que à la House, vous avez des républicains qui sont donnés gagnants. Alors au Sénat, c'est moins important, mais vous le voyez ici, 220 sièges contre 180 pour les démocrates. Donc du coup, il va peut-être falloir ici que, avec 218 sièges qu'il faut pour avoir la majorité, donc ça serait potentiellement ici les républicains devant aux prochaines élections américaines. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de faire un point là-dessus à ce moment-là. On revient sur Bitcoin et on fait une conclusion. Pour moi, si je devais donner une direction au prix, plus ou moins, elle est toute faite. Si on fait une mèche en dessous, très bien. En dessous des 19,2, très bien.
Si on a des choses, pour moi, éventuellement, à très court terme, hein, bien entendu, à venir nettoyer au-dessus de ce plus haut-là, dorénavant, c'est-à-dire les 20 400. On a des choses à venir nettoyer jusqu'à 25. Et toute la question, c'est est-ce qu'on va nettoyer le gros du sujet au 17,6 avant de faire ce move à 25 ou pas? Dans la structure, moi, je vois plutôt un move à 25 avant. Maintenant, on a tellement accumulé sur la fin septembre, là, autour de ces histoires-là, enfin, autour de cette latéralisation là, pardon, du prix autour de ce moment où on a très peu de volatilité hein, sur BTC. Là, vous voyez on est coincé depuis un certain moment, on va dire entre 19 et 21, quoi, quelque chose comme ça. On a énormément accumulé dessous. Donc plus on accumule dessous, plus on a de chances d'y aller, plus on a de chances de finalement donner raison à ce bear flag, c'est-à-dire faire un potentiel mouvement autour des 16,8 ici c'est la target. Vous voyez que ça correspond aussi au 1 pour 1 de ce mouvement là, si on considère que ce mouvement là est une ABC. Vous voyez ici ABC, d'accord, là elle serait vraiment harmonique, elle serait très jolie. Si on allait chercher les 1.618, vous voyez qu'on serait aux 14 000. Est-ce qu'on a besoin de se faire ce mouvement là maintenant? Peut-être. Personnellement, on resterait dans une flat si on allait au 16,8 à peu près, hein, c'est-à-dire qu'on serait encore dans les objectifs d'une flat, c'est-à-dire tout simplement revenir taper les 25, faire quelque chose comme ceci, d'accord? Donc ça pourrait tout à fait se faire dans les tuyaux. Maintenant, si on va chercher ici plus bas, autour des 14, donc on va chercher vraiment les 1.78 et qu'on décide de absolument tout nettoyer, eh bien on aura ici une C qui sera un peu moindre par rapport à son évolution, à moins qu'elle aussi elle nous fasse un 618. Voilà, en tout cas, j'ai du mal à croire qu'on va aller là, qu'on va perdre là tout de suite ce point-là. Ça serait peut-être ici même d'ailleurs un endroit où on inflige une souffrance maximum à tout le monde potentiellement, en faisant finalement quelque chose où on va là d'abord, puisque là vous comprendrez que du monde on va en avoir là, bien entendu sous les 17,6 un bon paquet, mais on va également s'en rajouter ici. Si en plus on fait une fausse cassure, puisqu'il faudra prendre les liquidités qui sont au-dessus de ça, hein, bien entendu. Si on fait une fausse cassure vers le haut, admettons qu'on monte à 26, quelque chose comme ça, là tout le monde se fait embarquer dans cette histoire et là pour le coup on retourne direct en ligne droite au 14 et la souffrance elle est maximale. Pour le moment c'est énormément de conjectures tout ça, donc il va falloir bien suivre les structures. Moi je reste dans mon plan qui est de dire la 4 elle pourrait se terminer par ici. Et ensuite, il y aura une 5 qui sera baissière. C'est un plan, c'est pas forcément Madame Irma, vous le comprenez, c'est un plan. Voilà, il faut le voir comme ça. Si ça se réalise, bah, c'est ultra banco, c'est super. Si jamais ça se réalise pas, bien entendu, il faut envisager d'autres plans pour avoir ici toujours un temps d'avance sur le marché quand on voit que des points d'invalidation sont pris ou que des choses sont prises. Voilà, pour moi, gros point d'invalidation, bien entendu, autour des 16-8, là, si jamais on les perd vraiment. Et pour moi, même avant ça, point d'invalidation si on perd tout simplement cette trend jaune là. Ça veut dire que il va falloir nettoyer certains des longs dans lesquels on est, par exemple, également, et éventuellement sortir à break-even sur tout ce qui avait été un petit peu, tout ce qui était rentré en trade par ici. Donc voilà, en l'occurrence, voilà mon scénario, encore une fois. Je commence de plus en plus à croire qu'on a vraiment du monde déjà par ici, ne serait-ce qu'au 16 même, hein. Un peu plus bas, on commence vraiment à avoir du monde par là. Je pense que le CPI, si jamais il est bon, c'est-à-dire si jamais il est dans les chiffres, ne permettra pas ce mouvement là vers le bas. Donc soit on le fait avant, sur une autre news, sur autre chose, on utilise ici une autre narration pour y aller, soit tout simplement on n'y va pas encore et on aura tout le loisir d'avoir des CPI de merde, excusez-moi pour le côté un peu, voilà, de le parler franc, on va dire, mais on aura tout le loisir ici d'avoir plus tard éventuellement des rebonds de l'inflation, des hausses de la Fed, des choses comme ça. Je pense ici que... Enfin voilà, vous comprenez ici, je ne vais pas parler pendant 50 ans, on a fait 30 minutes de vidéo déjà, donc c'est déjà trop. Mais vous comprenez ici mon propos.
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc surveillez bien court terme la droite verte, ici la droite violette, et moyen terme plutôt la droite jaune et ce support des 18,8 et éventuellement bien entendu quelque chose qui pourrait être pris autour des 16. Et on avait déjà montré les targets baissières autour de entre 12 et 14. Néanmoins, encore une fois, on a des choses à prendre à 25. Il faudrait ici, par contre, qu'on ait du jus, c'est-à-dire qu'on ait de la bonne news pour que ça aille dans ce sens, et un rebond, bien entendu, des stocks et du marché américain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Venez éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et j'ai pour habitude de poser une question stupide en fin de vidéo, une question qui n'a rien à voir pour voir si pour remercier les gens qui ont tout simplement suivi la vidéo jusqu'à la fin. La question du jour, elle sera sur les berceuses. Mettez en commentaire la première berceuse, donc les chansons pour les enfants pour s'endormir, qui vous vient à l'esprit. Voilà, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui, mais voilà, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC face au dollar. À très bientôt.